Alors, on va changer de registre. Clément, ah, il est plus vieux, Clément. Il y a 2 mois. Ah, vieux, 2 mois pour nous, c'est un vieux. Hein, là, presque, c'est la maternelle bientôt. Donc, il est né à 37 semaines, donc un nouveau-né à terme. 3 kilos, grossesse normale, pas de problème particulier, si ce n'est la maman qui est asthmatique. Et dans ses antécédents néonataux, vous voyez, accouchement par voie basse, rail spontané, Apgar à 7-10, voilà, petite détresse respiratoire, inhalation de liquide clair, donc ça c'est la détresse par retard de résorption. Bon, comme toujours, des obstructions des voies aériennes, un petit peu d'oxygène. On roule ma poule, celle-là était passée sans souci. Il est sorti de la maternité à J5, elle était par sa maman, jusque-là tout allait bien. Et alors depuis 3 jours, donc vous voyez, donc il y a 2 mois, il y a une rhinite non fébrile avec une toux sèche. Il y a un comptage familial dans la famille, ce qui est souvent retrouvé quand on a un contexte fébrile comme ça, surtout en contexte épidémique. Donc il consulte son pédiatre, on diagnostique une rhinite virale. Donc rhinite, les petits, il faut qu'ils soient vraiment bien nettoyés dans les premiers mois parce qu'ils ne respirent pas bien par la bouche. Des obstructions rhinopharyngées, ça c'est le grand classique si vous avez des enfants, ils sont tout petits. On met du sérum physiologique de manière abondante dans chaque narine pour bien les nettoyer. On fractionne les biberons pour qu'ils aient plus de facilité à boire. Et voilà. Et depuis la veille, on a une petite fièvre qui est apparue quand même, 38,2. La toux et la gêne respiratoire persistent. Il commence à avoir des difficultés à prendre, c'est-à-dire qu'il est un peu essoufflé, donc il prend 80 au lieu de 140 ml habituellement. Donc sa maman la ramène aux urgences. Aux urgences, hop, de nouveau, il a des constantes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? 2 mois. 94 de SAD? C'est bas. Un peu bas. Petite hypoxie. Fréquence respiratoire? Correct. Ouais. 40, un nouveau-né 40. Là, il a 2 mois. On va dire qu'il sera entre 30 et 40. C'est à la limite de la normale. 175 de cœur. Beau. On avait dit 160 pour un nouveau-né, donc 175, on s'attendrait plutôt à 140. Pression artérielle, 78, 46, 56. C'est pas les numéros du loto, hein, parce que le 78, il sort pas, je crois. 56 de PAM. 2 mois. Ouais, c'est correct. On pourrait... Ouais, 2 mois, c'est correct. On va dire à la naissance, on a dit 40. La première semaine, il prend 5 points, donc 50-55 à 2 mois, c'est correct. La température, bah, il est subfébrile, hein, donc il n'est pas fébrile. Je vous rappelle, la fièvre, c'est 38. En dessous, c'est pas de la fièvre, il est subfébrile, mais il ne faut pas la considérer quand même. Et du reste, la couche est pleine, donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors, quelles sont les valeurs de constante anormale pour cet enfant? Donc, on en a parlé. La saturation, la fréquence cardiaque, et c'est tout. Alors, les normes de fréquence respiratoire, on l'a déjà vu. Je ne m'étends pas là-dessus, mais vous voyez, nouveau-né, on a dit 30 à 60. À 1 an, entre 20 et 40, donc on était entre les deux. Donc, il était pas vraiment polyclinique. Et la fréquence cardiaque, vous voyez qu'entre 3 et 6 mois, on est aux alentours de 140. Voilà, donc on était quand même un petit peu au-dessus. Là-bas, vous voyez, 180. Vous voyez, dans certains algorithmes de prise en charge des situations de détresse, comment dire, vous avez montré Gwen ce matin, prise en charge d'une détresse vitale, reconnaissance d'un patient grave, souvent c'est 180. En tout cas, dans la première année, c'est un cut-off. Là, on est un petit peu en dessous. Et puis la PAM, bon, il y a des formules, je ne vous en ai pas parlé, mais la PAM, ça peut être 1/3 de la pression systolique et 2/3 de la pression diastolique. Donc si vous ne l'avez pas, on peut faire cette petite formule qui est assez simple. 1/3 de l'APS, 2/3 de la PAD, ça vous calcule la pression artérielle. Enfin, bon, tous les oscilloscopes maintenant mesurent la PAM. Voilà. Et puis, une petite note à part, ça c'est, vous aviez bien vu que la saturation, elle était un peu basse. Mais souvenez-vous que la courbe de dissociation d'hémoglobine, le truc un peu compliqué qui relie la PaO2 à la saturation, elle n'est pas linéaire. Quand vous êtes dans les valeurs hautes, là vous êtes proche de 100%, vous avez une PaO2 qui va être entre 80 et 100. Souvent, quand
On a une PaO2 qui est aux alentours de 90-95. Vous voyez, quand vous avez 96 de SAT, vous avez déjà perdu 20 points. C'est presque pas, c'est pas symptomatique, hein, même chez un grand. Mais 80 de PaO2, déjà, bon, c'est significatif en tout cas. Et donc, quand on est à 90 de SAT, bah, parfois on ne s'alerte pas. 90 de SAT, on est habitué. 90 de SAT, c'est 60 de PaO2. Donc, il y a quand même une perte importante, et d'autant plus quand on va descendre dans les valeurs basses, ce qui fait que finalement, on peut être faussement, si vous voulez, rassuré par des saturations qui ne paraissent pas si basses que ça. Bah, c'est déjà qu'il se passe quelque chose sur le plan physiologique, parce qu'encore une fois, on perd rapidement de la PaO2, même dans les valeurs hautes. Alors, que voulez-vous savoir de l'examen clinique? Là, vous avez les constantes, qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'il est tonique? Ouais. Avec le tonique, est-ce qu'il va dans le... Ça va avec le tonique, si on est... Pour être tonique, il faut qu'on soit conscient. Conscience. Ouais. Et dans la majorité des cas, cette question-là, vous y répondez très facilement. Vous êtes aux urgences, il y a un infirmier IAO qui vous apporte un dossier, il y a marqué détresse respiratoire, ah mince, et vous entendez le gamin qui passe là en courant avec sa main. Rien qu'en voyant, vous savez qu'il est conscient, vous savez qu'il n'est pas très détresse respiratoire, parce qu'il court. Donc en fait, le message c'est en regardant les enfants, vous avez beaucoup d'informations juste à les regarder. Voilà, s'il est dans son lit, il a les yeux ouverts, il est a priori conscient. La manière dont il se déplace, la manière dont il gesticule, vous donne un niveau de sévérité du patient. Parfois, on peut se faire avoir, mais globalement, on peut avoir une impression assez. Donc, effectivement, conscience, très important. Alors, l'examen clinique, et c'était tout d'ailleurs, conscience? Ouais. Oui, on a dit qu'il était un peu tachycarde ou à la limite, donc on va quand même rechercher l'estime de choc qu'on a vu tout à l'heure. F4P, comme ça on... Et puis, il vient pour quoi? Il vient pour une rhinite, tout, je ne respire. On va s'intéresser à la respiration un peu. Fréquence respire, on a vu la SAT. FTVO. Ouais, FTVO. Est-ce qu'il a une obstruction ou autre, etc. Alors, ça ne marche pas. Donc, à l'inspection, la coloration cutanée est normale. La gêne respiratoire, il y a une expiration active, freine. Un battement des ailes du nez, d'un tirage intercostal. Bon. À la palpation, on peut avoir soit tous les pouls, il n'y a pas d'hépatomégalie, les extrémités sont chaudes, donc a priori, on n'a pas de signe de choc. Et à l'auscultation, ça siffle. Et ça crépite. Ça siffle beaucoup. Quel est votre premier diagnostic? Asthme. Qui dit asthme? 1, 2, 3, 4. Qui dit autre chose? Il ne faut pas me dire autre chose, il faut dire une autre réponse. Bronchiolite. Bronchiolite. Qui dit bronchiolite? 1, 2, 3. Donc c'est un bronchoasthme. Alors vous avez la bonne réponse. Vous pensez que c'est quoi la bonne réponse? C'est bronchiolite. Pourquoi c'est bronchiolite? Donc c'est un tableau qui ressemble à l'asthme, c'est sûr. Hein, c'est un tableau détresse respiratoire sifflante. Ce qui va faire la différence avec l'asthme, c'est l'âge. C'est-à-dire que dans la période du nourrisson, c'est-à-dire le nourrisson, c'est jusqu'à 2 ans, on parle de bronchiolite. C'est toujours dans un contexte épidémique, toujours un peu de fièvre. On va retrouver le virus respiratoire syncytial dans l'immense majorité des cas, mais il y a d'autres virus qui peuvent donner ça. Et c'est un tableau de frénation avec une obstruction des petites bronches distales. Donc ça ressemble à un asthme, mais on ne parle pas d'asthme parce que c'est un contexte épidémique. Quand ça se reproduit, après la période, quand on fait plusieurs bronchiolites, sur les premières années, 2, 3, etc., on va parler d'asthme du nourrisson, qui est un concept un petit peu entre les deux, et au-delà de la période du nourrisson, 3-4 ans, là on va vraiment parler d'asthme de l'enfant. Donc la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, c'est des enfants qui vont faire une bronchiolite dans la période du nourrisson et qui ne vont pas en refaire après. Localisation de la dyspnée. Alors comment la symptomatologie? Si on a une dyspnée bruyante,
souvent ça veut dire qu'il y a une obstruction. Donc il va falloir chercher à quel endroit est l'obstruction. On parlait de laryngite tout à l'heure. Une détresse sur une laryngite, ça donne une obstruction bruyante avec un cornage, c'est-à-dire un bruit fort qui est rauque. Et donc ce cornage, il va nous indiquer que la détresse respiratoire est plutôt haut située. Donc elle peut être au niveau des fosses nasales, elle peut être bucco-pharyngée et elle peut être laryngée. Donc c'est sur la sphère ORL, donc un bruit qui va être encore une fois rauque. Souvent dans les détresses respiratoires, s'associe la toux est rauque, et on dit souvent c'est un petit chien qui aboie. Vous passez dans les urgences, vous entendez les enfants avec une espèce de très rauque. En général, c'est une laryngite. Voilà. Et puis, si j'ai une détresse respiratoire avec un bruit expiratoire, donc là, c'est les sibilants. Alors, les sibilants eux-mêmes, ils ne s'entendent qu'à l'auscultation. Il faut mettre un stéto, il faut avoir un peu l'habitude. Mais par contre, ce qu'on peut entendre, quand c'est audible dans la chambre, c'est tout ce qui est stridor. Donc, c'est la bronchiolite en première cause des détresses sifflantes de l'enfant. On va penser à l'asthme et on pense un petit peu à tout ce qui est éventuellement hémodynamique. Je vous ai dit la myocardite, tous les tableaux d'insuffisance cardiaque peuvent donner ce qu'on appelle chez l'adulte un asthme, un équivalent d'asthme en fait, qui est lié à un peu une surcharge pulmonaire. Donc, il faut se méfier des sibilants qui peuvent être liés à une cause cardiogénique. Et en général, vous allez rechercher des signes de choc et des signes cardiaques. Si vous avez une hépatomégalie associée, si vous avez un galop, etc. Là, il va falloir se méfier qu'on ne passe pas à côté d'autre chose. Et quand vous avez une dyspnée, une détresse inspiratoire et expiratoire, deux choses, c'est que ça se situe forcément au niveau trachéal, et donc soit c'est une compression trachéale, soit c'est un corps étranger. Il faut toujours penser au corps étranger dans les détresses respiratoires, même hautes ou basses, ou même parfois sifflantes, quand le corps étranger il est tombé dans les plis. Ça, c'est sur la période du nourrisson, les enfants qui ne marchent pas encore, hop, ils inhalent plein de choses. Donc, on voit souvent dans l'algorithme de la détresse respiratoire et de l'arrêt cardiaque, on pense au corps étranger, mais il faut y penser sur toute détresse respiratoire. Alors, un petit moyen mémotechnique, vous le connaissiez celui-là? Bébé tyrangénian? Vous ne connaissiez pas? Enfin, les vieux, ou alors c'est moi qui suis aussi vieux que le moyen mémotechnique. Pour évaluer les signes de lutte, ça c'est valable quelle que soit l'étiologie. Ça a été surtout développé pour les détresses de l'enfant et du nourrisson, mais pour un asthme du plus grand, ça marche aussi. Certains signes sont un peu moins prononcés. Bébé tyrangénian, c'est B, battement des ailes du nez. Les ailes du nez qui oscillent comme ça parce qu'il y a une détresse en général, c'est parce qu'elle est haute, elle se situe au niveau des fosses nasales. Balancement thoraco-abdominal, c'est quand à la respiration, vous avez le ventre qui se gonfle et pas la cage thoracique. Et qu'à l'expiration, ça fait ça. Donc, cette asymétrie, cette asynchronie respiratoire, ça s'appelle le balancement. Là aussi, c'est un signe de détresse plutôt bas situé. Le tirage, donc, il est soit susternal, ici au-dessus des clavicules. Là aussi, ça traduit une détresse haute au niveau trachéal ou au-dessus. S'il est intercostal, c'est la mise en jeu des muscles accessoires, donc c'est plutôt une détresse respiratoire basse. L'entonnoir xiphoïdien, c'est quand ça creuse ici. Et le gênement, ça, c'est pas facile parce qu'on a toujours tendance à penser qu'un enfant qui geint, il n'est pas content, etc. Parfois, l'entendre geindre, c'est un signe de détresse. Donc, il faut bien faire attention, toujours se poser la question d'un enfant qui geint s'il n'a pas une détresse respiratoire. Donc, bébé tyrangénian, vous avez un moyen mémotechnique simple pour retrouver tous ces signes de lutte. Et après, il y a des scores. Alors, dans la bronchiolite, on peut utiliser ce score de Wang. Vous voyez que c'est pondéré d'un score de 0 à 3. Plus le score il est élevé, plus la détresse elle est importante. Ça veut dire que chaque signe de lutte est important. Et donc, ça nous permet de savoir un petit peu où on en est. Et là encore, d'avoir un côté reproductible avant ou après une thérapeutique. Dans le cas présent, il avait un état général conservé. La fréquence respiratoire, elle était normale. Elle était à 40, on avait dit, donc normal sup. Il avait une détresse expiratoire avec des sibilants. Et il avait un battement des ailes du nez qui était assez prononcé. Donc il avait
un score de Wang qui était à 6. Ce qui le mettait, vous voyez, dans une détresse respiratoire modérée. Donc les signes de gravité pour une détresse respiratoire, c'est un peu pour toutes les détresses de l'enfant, c'est l'âge. Moins de 3 mois, c'est toujours un facteur de gravité. Un, parce qu'ils ont une capacité respiratoire plus faible, donc ils ont moins de facilité à s'adapter à un obstacle, moins de force musculaire, qui sont un petit peu fragiles sur le plan de l'immunodépression, hein, qu'ils ont tendance à faire des infections qui passent un peu inaperçues, et qu'en termes de, on a dit, de l'hémodynamique, ils ont moins de capacité à s'adapter à un état de choc. S'il y a des comorbidités cardiaques ou respiratoires, évidemment, et puis l'importance des signes de lutte, les signes d'épuisement, ça franchement, ça il faut les garder à l'esprit. Un enfant qui était en détresse respiratoire, qui respirait vite, et puis d'un seul coup qui s'arrête de respirer vite, c'est pas forcément que votre traitement a fait effet. Ça peut être votre traitement qui a fait effet, mais c'est peut-être qu'il est en train de s'épuiser. Donc il n'a plus la capacité de respirer vite, il est en train de ralentir. Et si vous n'avez pas d'explication sur une amélioration par un traitement, pensez qu'il est en train de s'épuiser, donc il va se ralentir, puis à un moment donné, il va s'arrêter. Il va faire une pause respiratoire, arrêt respiratoire, et puis si l'arrêt respiratoire est prolongé, il va faire l'arrêt cardiaque associé. Donc attention, c'est pareil pour l'hémodynamique, le cœur qui est tachycarde, il se ralentit, on en a parlé, il se ralentit, il faut se méfier, c'est peut-être des signes d'épuisement. Et puis les signes de gravité, comme chez le plus grand ou chez l'adulte, l'importance de l'hypoxémie, le retentissement de l'hypoxémie, les signes d'hypercapnie, les troubles hémodynamiques et les troubles neurologiques. Ça marche pour toutes les étiologies. Les signes de gravité, c'est l'âge, les signes respiratoires, la gravité du tableau respiratoire, la gravité des signes hémodynamiques, la gravité du tableau neurologique. Et donc Clément, il était pris en charge. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a hospitalisé, soins intensifs, on a mis des lunettes à oxygène pour normaliser sa saturation. On a arrêté l'alimentation parce que toute détresse respiratoire, justement pour ne pas favoriser l'épuisement, on arrête de les alimenter. Respirer et boire, c'est très compliqué, parce que c'est un effort important quand vous mangez, vous buvez, vous êtes en apnée. Donc si en plus vous avez du mal à respirer, c'est pas sympa. On hydrate, on met une perf, on discute des antibiotiques, mais là il y avait un contexte viral. Et puis l'évolution, c'est qu'à H24, il a des signes de lutte qui sont majorés. Il est tachycarde, polypnéique à 55, des sueurs. Super, votre stratégie a parfaitement marché, votre enfant va moins bien. Quel traitement proposeriez-vous? Tube. Stratégie. Est-ce que vous avez une gradation avant de sortir tout de suite l'artillerie lourde? Un traitement directement sur la cause de la Sur la cause de la bronchiolite. Alors, qu'est-ce que vous auriez pu mettre comme traitement? Bronchodilatateur. Alors, pour la bronchiolite, ce n'est pas recommandé, les bronchodilatateurs. On peut les essayer, mais pourquoi ce n'est pas recommandé? Souvent, ils sont petits. Et ce qu'on dit, c'est que les récepteurs des bronchodilatateurs ne sont pas encore tout à fait performants. Donc les nouveau-nés, enfin les petits, les nourrissons ne répondent pas très très bien aux bronchodilatateurs. C'est un peu la spécificité par rapport à l'asthme. Donc c'est plutôt une stratégie symptomatique. Fièvre, hydratation, arrêt de l'alimentation, oxygène si besoin. Avant, on faisait kiné respiratoire, maintenant plus kiné respiratoire. Hein. C'était franco-français, on a prouvé que ça ne servait à rien. Donc désobstruction nasopharyngée, ça c'est important. Et puis on attend que ça passe. Donc les bronchodilatateurs, vraiment pas, c'est assez rare. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez proposer en dehors de l'intubation là? VNI, ouais. VNI, bonne indication. Ventilation non invasive ou oxygénothérapie haut débit, qui est une stratégie qui se développe de plus en plus. Il y a des études maintenant qui montrent que c'est à peu près comparable en termes d'efficacité. Alors voilà une revue d'une équipe française. Pas que française, hein. Vous avez vu Philippe Jouvet tout à l'heure dans la publication sur le RDS. C'est un Français, mais il est québécois maintenant. Et oui, il est québécois. Voilà, Sandrine Souris aussi, elle était française et elle est québécoise. Bon, donc c'est une équipe franco-québécoise qui a publié cette revue dans l'archive de pédiatrie. Et vous voyez que dans les indications de la ventilation non invasive, beaucoup d'études rétrospectives. Hein. En pédiatrie, le niveau de preuve est toujours souvent limité parce qu'on n'a pas des études randomisées faciles.
facilement réalisable plutôt. Et vous voyez que dans le niveau de recommandation, malgré le fait qu'il n'y ait pas de niveau de preuve avec des études randomisées, le niveau de recommandation pour la bronchiolite, il est fort. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement des techniques de ventilation non invasive, on s'est mis à ventiler depuis 15-20 ans maintenant toutes les bronchiolites avec de la VNI. On n'en intube plus. C'est-à-dire qu'avant, il y a 20 ans, on intubait toutes les bronchiolites parce que voilà, c'était comme quand il n'y avait pas la VNI chez l'adulte. On intubait les bronchiolites. C'est une galère à ventiler. Hein. L'asthme à ventiler, c'est compliqué, c'est spastique, machin. On est obligé de les sédater, de les curariser. C'était très difficile. Avec la VNI, on en intube beaucoup moins. Et donc, le niveau de preuve, en fait, il n'est pas randomisé. Mais aujourd'hui, les experts disent que c'est impossible d'imaginer une stratégie qui serait de randomiser ventilation non invasive versus ventilation invasive. C'est plus possible. Parce que c'est tellement répandu dans les pratiques et l'effet est tellement bénéfique sur les corps qu'on a vus qu'en fait, ça n'a plus vraiment de sens de faire une étude randomisée là-dessus. Donc, c'est le seul vraiment niveau de preuve très fort chez l'enfant. Et vous voyez que le reste, que ce soit le SDRA, la pneumopathie, l'asthme, etc., là, on est sur des niveaux de preuve beaucoup plus faibles. On peut le discuter dans toutes ces indications-là, évidemment, mais donc l'important sur les détresses respiratoires, c'est de chercher la cause. Est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse? Et là, mon enfant, en fonction de ses signes respiratoires, de ses signes de lutte, des bruits inspiratoires qu'on entend, on va pouvoir très vite avoir accès à l'étiologie. Les signes de gravité, est-ce que j'ai des troubles hémodynamiques, des troubles neurologiques associés? Est-ce que ma détresse respiratoire est compensée ou non compensée? Si je suis hypoxique, elle n'est pas compensée. Je dois évaluer tout ça, je dois réévaluer ma stratégie, la VNI en première intention dans les détresses de type bronchiolite. Et attention, ça c'est le message pour les équipes qui prennent en charge des VNI. Maintenant, il y a des unités de soins continus pédiatriques qui se sont ouvertes dans plein d'hôpitaux. Si vous êtes dans un hôpital, vous n'avez pas de pédiatrie, pas de réanimation pédiatrique, vous aurez peut-être un service de pédiatrie avec une unité de soins continus. Et peut-être que vous serez amené parfois à aller donner un coup de main, soit sur un cas grave, intubation, soit pour évaluer un enfant. Et donc, attention, la VNI ne doit pas retarder l'intubation. Ce n'est pas fréquent, mais il faut savoir, comme toute VNI, quand est-ce qu'on atteint les limites. Donc, si mon patient ne répond pas à la stratégie qu'on lui a donnée, c'est-à-dire, comme pour le remplissage, je mets la VNI, il faut que la fréquence respiratoire s'abaisse, il faut que mes besoins d'oxygène baissent, il faut que mon gaz du sang se normalise. Si je n'ai pas cette évolution-là, ben là, pour le coup, je vais peut-être quand même rentrer dans les quelques indications d'intubation. Donc, attention, il faut une surveillance rapprochée, des équipes entraînées et ne pas hésiter à transférer le patient si on n'arrive pas à obtenir ça. Bon, grand classique, la bronchiolite. Vous en aurez peut-être dans vos enfants, vos petits-neveux, etc. Évidemment, je ne souhaite pas qu'ils passent en réanimation. Petite pause. Je prends des mêmes en avance de 10 minutes sur la pause. Ouais, juste un mot sur la VNI. C'est ce que nous disent les SMUR pédiatriques. Quand on fait des réunions à la GEPS pour choisir le matériel et donner les accords pour que toutes les équipes diverses et variées, des urgences pédiatriques ou des services de pédiatrie généraux, des hôpitaux périphériques, etc., puissent avoir l'accord pour, par exemple, avoir de l'oxygénation au débit. Voilà. Ce qu'ont remarqué les SMUR pédiatriques, c'est que, comme disait Pierre-Louis, en fin de compte, on se retrouve souvent avec des retards de prise en charge. C'est-à-dire que, vous voyez, on va dire que là, sur le type de bronchiolite, voilà, le type a l'habitude de voir 5 bronchiolites, là, voilà, et sur les 5, il y en a 4 qui vont parfaitement bien, on leur met l'oxygénation au débit, c'est nickel, et il y en a une qui va se dégrader petit à petit. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a mis l'oxygénation au débit, on a l'impression qu'on a fait un truc ultra touché bien. Et cet enfant, éventuellement, s'il n'est pas dans un univers un petit peu plus spécialisé, un petit peu plus surveillé, il va éventuellement on va peut-être pas voir la cinétique en train de s'aggraver avec l'augmentation de l'ampleur des signes de détresse respiratoire. Et c'est des choses qui sont bien décrites par les SAMU et voire même certains, ça nous est arrivé l'année dernière, arriver tellement à bout de force, ils ont fini intubés. Voilà. Il y a une discussion, savoir est-ce que le haut débit, c'est de l'oxygénation passive, type lunette, on a mis plus de débit,
ou est-ce que c'est une VNI, ou plutôt une CPAP, puisque derrière l'effet débit que vous mettez, il y a un effet PEP qu'on n'arrive pas à mesurer, hein, mais pour les réanimateurs, quand on pose la question, on est plutôt sur une CPAP, c'est-à-dire qu'on a un effet PEP. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui s'améliorent, mais à partir du moment où c'est une CPAP, ça ne peut plus être pris en charge par des équipes qui ne savent pas utiliser ça, parce que les complications potentielles, elles peuvent être comme une VNI, il peut y avoir des barotraumatismes, il peut y avoir des obstructions avec des atélectasies, etc. Donc, il y a des complications inhérentes, donc il faut savoir. Donc, c'est plutôt une stratégie qui peut être déléguée aux soins intensifs, mais attention, il faut des infirmières formées, et qui dit soins intensifs, de toute façon, dit un nombre d'infirmières par patient pour pouvoir les surveiller et pour pouvoir les transférer si besoin. Parce que, encore une fois, le pire des cas, c'est le patient qui s'aggrave et qui finalement fait l'arrêt, parce que là, on ne rentre pas du tout dans la même problématique. Donc il faut à tout prix, on a dit Gwen ce matin, hein, l'arrêt respiratoire, c'est 90% des arrêts de l'enfant. On a beaucoup amélioré les prises en charge parce qu'on a fait de la formation sur l'ensemble des hôpitaux maintenant, ça s'est beaucoup diffusé. Donc on anticipe beaucoup mieux le patient en détresse respiratoire qui commence à décompenser. Mais par contre, si on en arrive à la prise en charge de l'arrêt cardiaque, là, le pronostic il est beaucoup moins bon. Hein. Donc il faut à tout prix éviter cette finalité. Allez.